Bonjour tout le monde, Dr Slimani de l'Institut des sciences vétérinaires de Tiaret, service de pathologie des carnivores domestiques. Dans cette vidéo destinée aux étudiants de 4e année docteur vétérinaire, donc on va parler essentiellement de l'acide chez les carnivores domestiques. Je vais commencer par une définition de l'acide. Il faut comprendre que l'acide est un épanchement, une accumulation de liquide dans la cavité péritoniale. Il faut faire attention à ne pas confondre l'acide avec l'hémopéritoine, qui est la présence de sang dans la cavité péritoniale, ou avec la péritonite, qui peut s'accompagner de la présence de pus dans la cavité péritoniale. Différents types d'acides. Pour la classification des acides, je vais vous signaler 3 types d'acides. Le premier, l'acide mécanique ou par transsudation plasmatique. On parle de ça donc lorsqu'il n'y a pas un signe inflammatoire, donc c'est une acide froide. Deuxième, les acides d'origine inflammatoire par exudation cellulaire, donc dans ce cas-là, il y a une réaction inflammatoire avec la présence d'un exudat inflammatoire. Troisième type, les acides qui sont dus aux ruptures de certains vaisseaux lymphatiques, chylifères, ou encore des acides qui sont produits par la rupture d'un kyste qui contient du liquide, et ce kyste-là peut être soit pancréatique, hépatique ou localisé également au niveau de la rate. Les symptômes cliniques d'une acide. Il faut faire attention que les symptômes cliniques de l'acide ne doivent pas être confondus avec d'autres étiologies pouvant provoquer une distension abdominale que je vais citer par la suite. Pour les symptômes de l'acide, je peux vous classer les acides en 3 grandes catégories de symptômes. On parle de symptômes fonctionnels, de symptômes généraux et de symptômes particuliers. Les symptômes fonctionnels, ce sont généralement les symptômes qui sont dus à la création du gène qui va provoquer ce qu'on appelle l'installation de certains symptômes qui peuvent vous indiquer ou qui indiquent que l'animal ne va pas bien, il ne se sent pas bien. Les symptômes fonctionnels dans le cas d'acide, c'est par exemple donc une dyspnée. L'animal éprouve une certaine respiration difficile avec une attitude particulière pour qu'il puisse respirer convenablement, mais généralement on voit que ça ne règle pas le problème. Donc discontinence de mouvement respiratoire, rythme respiratoire plus ou moins accéléré, mouvement respiratoire superficiel. On peut également remarquer que chez l'animal, il a une difficulté à se mouvoir ou à changer de position assise au coucher ou donc debout, l'animal éprouve une certaine difficulté. Bien sûr, plus la distension abdominale liée à l'acide est importante, plus ces symptômes sont évidents. C'est pour cette raison, je tiens à signaler que l'acide peut s'installer soit rapidement, dans un bref délai, comme elle peut s'installer d'une façon progressive et évolutive. Ce qui fait que même on peut assister à des acides avec une quantité de liquide qui n'est pas assez importante pour provoquer une forte distension abdominale, mais comme aussi on peut assister à des acides spectaculaires où le liquide accumulé est en grande quantité, donc les symptômes sont très évidents. Je vais passer aux symptômes donc généraux. Donc les symptômes généraux, donc comme on dit souvent dans les cours, donc les symptômes généraux sont liés également à l'étiologie primaire. Donc en fonction du type de l'étiologie qui a provoqué l'acide ou qui s'est compliqué d'une acide, donc on peut assister également à une altération de l'état général, un amaigrissement plus ou moins important, parfois même donc une cachexie, une anorexie, une dysorexie, des troubles fonctionnels au niveau de l'activité gastro-intestinale, à savoir alternance de diarrhée et de vomissement. Donc alternance de diarrhée et de constipation. Donc on peut assister également à l'existence d'une fièvre, pâleur des muqueuses, cyanose des muqueuses, donc et essoufflement chez l'animal, donc léthargie, donc tout ça, ça s'intègre dans les symptômes généraux qui accompagnent ce symptôme-là important qui est l'acide.
On passe aux symptômes particuliers. Les symptômes particuliers, c'est les symptômes que le clinicien peut révéler et qui caractérisent essentiellement la cite. Bien sûr, je tiens à redire une chose et à préciser une chose, c'est que tout dépend de l'importance de la cite. Plus la cite est importante, plus les symptômes sont évidents. Les signes particuliers, c'est une augmentation du volume abdominal qui doit être symétrique. Dans la cite, l'augmentation du volume abdominal est toujours symétrique. On peut assister également à une augmentation de la tonicité de la paroi abdominale. Abdomen distendu, fortement distendu et sous pression. On peut également assister aussi à un abdomen flasque. C'est pas toujours que la paroi abdominale est sous tension. Elle peut être aussi flasque, comme je l'ai dit précédemment. Donc, tout dépend de la quantité de liquide existant. Si on va passer à la palpation abdominale avec une certaine percussion, on va entendre une certaine matité abdominale qui est due à la présence de liquide, ce qui veut dire que les mouvements intestinaux, le péristatisme intestinal qui se traduit par les bruits de mouvements intestinaux se trouve assourdi. On peut également, à la palpation de l'abdomen, se baser sur deux signes. Le premier, c'est le signe du flot, c'est-à-dire en mettant l'animal en décubitus dorsal et en posant la main sur le flanc, on va sentir une certaine vibration de liquide, c'est-à-dire des mouvements de liquide à l'intérieur. Et si on pose les deux mains des deux côtés des flancs, on va sentir que ces vibrations de liquide peuvent être perçues d'un flanc à l'autre. Le deuxième signe, c'est le signe de glaçon. Le signe de glaçon, il est très évident, très important. Surtout, il est très évident, surtout lorsqu'il y a une hépato ou une splénomégalie. Le signe du flot, c'est-à-dire en posant le signe du glaçon. Lorsqu'on va déprimer brusquement donc la paroi de l'abdomen, donc on va sentir qu'il y a un organe qui vient frapper ou se cogner contre la paroi abdominale. Vu qu'il flotte, automatiquement on parle du signe de glaçon. Je vais passer après ça à ce qu'on appelle donc une autre description clinique ou d'autres symptômes cliniques très importants. C'est bien sur le plan étiologique, c'est-à-dire une fois qu'on est certain qu'il y a ce qu'on appelle un syndrome de l'acide, mis à part l'étiologie primaire, il est très important de continuer l'investigation clinique en cherchant l'étiologie. Quelle est l'étiologie qui a pu provoquer la présence ou l'accumulation de ce liquide d'une façon plus ou moins importante au niveau abdominal? Bien sûr, l'étiologie sera basée sur l'historique de l'animal, l'examen clinique préliminaire ou la consultation générale qui va relever la présence de l'acide et des symptômes qui l'accompagnent. Et par la suite, on va poser des hypothèses. Mais avant de poser ces hypothèses, et vu qu'on est en face d'un cas d'acide, il est très important de faire un geste clinique très pratique. C'est une ponction abdominale avec un retrait de liquide dans une seringue et on va examiner l'aspect macroscopique de ce liquide-là. On peut également recourir au laboratoire et réaliser des analyses biochimiques de ce liquide. Et c'est grâce aux résultats de ces observations qu'on peut déterminer en fonction de la qualité et du caractère du liquide recueilli l'étiologie possible chez l'animal. Je vais également maintenant, vous précisez les différents types de liquides qu'on peut rencontrer dans une acide et bien sûr l'étiologie probable qui l'accompagne. On peut retirer du liquide clair, je vais dire liquide transsudat. Ça veut dire que c'est un liquide clair, limpide et transparent. Ce liquide clair, limpide et transparent, qui est appelé transsudat, c'est un liquide non inflammatoire et qui est caractérisé par ce qu'on appelle un taux d'albuminémie, plutôt un taux d'albumine inférieur à 18 grammes par litre et très peu de cellules si on prépare un frottis donc et on examine ce liquide-là. Donc il ne contient pas assez de protéines, il est limpide, il est clair, il n'est pas hémorragique et non lactescent. C'est très important.
Donc, c'est un liquide non inflammatoire et c'est un transudats. On l'appelle souvent également ce qu'on appelle l'eau de roche. C'est comme de l'eau qu'on boit et comme de l'eau de source. Pour cette raison, en fonction de ce liquide-là, on a certaines étiologies qui peuvent les provoquer. Donc, la première étiologie, c'est l'hypoprotéinémie ou la chute de la pression oncotique et par conséquent une augmentation de la pression hydrostatique. La chute de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique peut être rencontrée dans les cardiopathies congestives. Par exemple, cardiomyopathie dilatée congestive chez l'animal. Deuxièmement, les troubles cardiaques graves qui sont dus à une parasitose, par exemple la dirofilaria. On peut rencontrer aussi une chute de la pression oncotique grave dans les cas de l'insuffisance rénale chronique avec fuite de protéines au niveau des urines. On peut rencontrer ça également dans le cas donc d'une hépatopathie. Les syndromes cirrhosiques hépatiques, les hépatites chroniques et les dysfonctionnements métaboliques graves au niveau du foie, qui sont secondaires à d'autres maladies infectieuses ou parasitaires chez le chien, peuvent entretenir une insuffisance hépatique qui va donner ce qu'on appelle par conséquent une insuffisance de synthèse de protéines, chute de la pression oncotique et augmentation de la pression hydrostatique, ce qui fait que l'eau ne peut plus être contenue dans les veines et il va fuir à travers la paroi veineuse vers la cavité péritoniale. On peut rencontrer également ça lors de l'hypertension portale. On va parler d'autres étiologies. Donc, je résume donc un syndrome hépatique, syndrome néphrotique, syndrome au niveau rénal, donc syndrome cardiogénique. On peut également rencontrer une chute de la pression oncotique lorsqu'il s'agit d'une entéropathie exudative. C'est-à-dire une entéropathie exudative, c'est une donc fuite de protéines à travers les intestins suite à une inflammation chronique des intestins, donc ce qui va conduire à une chute de la pression oncotique et par conséquent la présence d'une acide. Une origine carentielle lorsque l'animal est mal entretenu ou mal nourri. On peut également, lorsqu'il s'agit d'un syndrome de malabsorption intestinale, c'est-à-dire que l'animal ne peut pas, donc l'intestin ne fonctionne pas correctement suite à la présence d'une parasitose importante ou suite à une séquelle donc d'une inflammation grave au niveau de l'intestin et l'animal ne peut plus profiter de son alimentation et donc il y a un syndrome de malabsorption intestinale. Tous ces symptômes-là ou toute cette pathologie-là donc entretiennent ce qu'on appelle une hypoalbulinémie donc au niveau du sang, ce qui conduit à une chute de la pression oncotique, augmentation de la pression hydrostatique et par conséquent ce qu'on appelle donc une acide. On peut aller aussi vers d'autres étiologies très importantes. Par exemple, dans le cas de une hypertension portale suite à une obstruction de la veine porte, donc par la larve de parasite par exemple, donc une parasitose ou une thrombose au niveau ce qu'on appelle donc de la veine porte, donc peut entretenir lorsqu'il y a des lésions de l'endothélium vasculaire, peuvent provoquer ce qu'on appelle donc ce problème-là d'acide non inflammatoire. Je passe à la deuxième catégorie. Dans le cas où on recueille ce qu'on appelle à la seringue un exudat. Un exudat, c'est tout simplement un exudat qui est riche en protéines. Donc, il est connu par sa richesse en albumine, supérieure à 30 grammes par litre. Et si on analyse ça sur le plan frotticytologique, on va trouver qu'il est très riche en cellules et surtout c'est des cellules inflammatoires, macrophages, neutrophiles ou généralement les polynucléaires. C'est pour cette raison que là, il s'agit bel et bien d'une péritonite et il s'agit d'un syndrome inflammatoire, donc chez le chien ou le chat, qui peut être par exemple chez le chat la PIF, la péritonite infectieuse féline. On peut rencontrer également chez le chien des péritonites secondaires, par exemple à un pyomètre, chez la chienne, donc ou des péritonites bactériennes suite à une infection intestinale ou gastro-intestinale qui s'est compliquée d'une péritonite bactérienne. Donc là, généralement, on peut rencontrer ce genre de situation, comme par exemple dans le cas rare, par exemple lors de la tuberculose. Je vais passer
à la deuxième catégorie, ce qu'on appelle des acides. Donc les liquides, donc on a parlé d'un transsudat, on a parlé d'un exsudat et on va parler maintenant ce qu'on appelle du liquide hémorragique. Par exemple, donc avant de passer par là, je tiens également à revenir sur les acides d'origine inflammatoire exudation. On peut aussi assister que dans certains cancers, par exemple des tumeurs hépatiques spléniques ou des tumeurs au niveau digestif chez le chien ou au niveau de l'estomac ou du côlon, donc des carcinomes, donc des syndromes carcinomateux, on peut assister également à la présence d'une péritonite inflammatoire. Donc c'est pour cette raison que parfois même on rencontre une acide avec un exudat dans le cas de cancer. Aussi, dans le cas des pancréatites inflammatoires chroniques, chez le chien ou chez le chat, peuvent aussi se manifester par la présence d'une acide avec péritonite chronique et une acide à exudation. On va passer maintenant à la troisième catégorie de liquide, généralement le liquide hémorragique. Je dis bien ici liquide hémorragique, mais pas du sang qu'on recueille donc en entier. Dans ce cas-là, c'est un hémopéritoine et c'est autre chose. Je parle d'un liquide qui contient du sang, qui contient des globules rouges. Dans ce cas-là, 90% des cas, il faut suspecter un syndrome cancéreux, c'est-à-dire il s'agit bel et bien d'une tumeur à un certain niveau ou de l'organisme ou dans un certain viscère. Donc, il faut parler généralement des sarcomes, les angiosarcomes spléniques chez le chien. On peut parler aussi des carcinomes péritoniales chez le chien, donc, ou chez le chat. On peut parler également des lymphomes digestifs chez le chien ou chez le chat. Tout ça, donc, rentre dans la catégorie des cancers. Donc, dans plus rares cas, on peut aussi assister à la tuberculose ou des pancréatites aiguës ou chroniques qui peuvent également évoluer vers la présence d'un liquide hémorragique. Dernier type de liquide qu'on peut récolter, c'est un liquide blanc laiteux, lactescent. Dans ce cas-là, c'est un liquide riche en triglycérides. Et dans ce cas-là, on assiste à la présence d'un liquide blanchâtre. C'est pour cette raison que généralement, face à une telle situation, il faut suspecter avant tout donc une rupture d'un vaisseau lymphotique ou d'un problème au niveau lymphoïde, au niveau donc du mésentère ou au niveau des intestins. Généralement, ça concerne les vaisseaux lymphatiques, par exemple, donc atteinte intestinale avec rupture de vaisseau lymphatique, lymphangectasie, c'est-à-dire une dilatation anormale avec obstruction des vaisseaux lymphatiques, suite par exemple à une migration larvaire ou la présence de parasites en importance au niveau des intestins. On peut également, ça peut s'agir d'une complication secondaire d'un lymphome digestif ou encore d'une entéropathie exudative qui s'est compliquée par la suite d'une atteinte des vaisseaux lymphatiques. On peut également une atteinte des ganglions mésentériques. Je viens de citer, par exemple, dans le cas des cancers digestifs, les lymphosarcomes. Donc, les pancréatites aussi, la pancréatopathie, donc pancréatique, donc les pathologies pancréatiques chroniques chez le chien, par exemple les insuffisances pancréatiques exocrines, donc qui peuvent entretenir aussi des pancréatites chroniques qui peuvent se manifester également par la présence d'une acide à liquide lactescent. Aussi, par exemple, une atteinte de vaisseaux lymphotiques suite à une atteinte cardiaque, par exemple les péricardites constrictives. Donc une péricardite avec atteinte de vaisseaux lymphatiques peut également conduire à la présence de liquide, ce qu'on appelle lymphoïde au niveau de la cavité péritonéale suite à une atteinte des vaisseaux lymphatiques et une mauvaise circulation lymphatique donc causée par une atteinte cardiaque. Donc la filariose ou la dirofilariose en général, qui est une parasitose sanguine liée à des parasites des nématodes, donc ils sont très petits, qui se logent au niveau du corps droit, peuvent également suite à leur migration et à leur reproduction avec présence de leurs larves, peuvent obstruer certains vaisseaux lymphatiques et donner par la suite donc la présence de liquide lymphoïde au niveau de la cavité abdominale.
Donc voilà, en résumé, donc les différents types de liquides et leur interprétation sur le plan étiologique. Je tiens à ouvrir une parenthèse ici et mettre une remarque très importante. Il faut faire attention que dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'on recueille un liquide qui s'appelle transsudat, qui est un liquide clair, donc limpide et pauvre en cellules, pauvre en protéines, qui n'est pas en inflammatoire, il faut faire attention que parfois dans certaines situations, tout dépend de l'évolution de l'acide. Que si l'acide dure depuis longtemps, date plutôt depuis longtemps, ce liquide-là peut se concentrer avec le temps et sa couleur peut changer, c'est-à-dire il va rester toujours à caractère transsudat, mais sa couleur peut virer vers le jaune ou ce qu'on appelle un liquide citrin. Et c'est un liquide qui est souvent rencontré lorsqu'il y a ce qu'on appelle une hépatopathie ou une obstruction et un trouble au niveau des vaisseaux sinus, ce qu'on appelle les vaisseaux hépatiques. Donc c'est pour cette raison, il faut faire attention qu'avec le temps, l'évolution de l'acide, si elle date depuis longtemps, on peut récolter du liquide, ce qu'on appelle transsudat modifié. Transsudat modifié, donc d'où la couleur, elle vire vers le citrin et se concentre légèrement. C'est pour cette raison, donc parfois, donc on peut assister à une telle situation, surtout lorsqu'il s'agit d'une acide qui dure depuis longtemps ou s'il s'agit vraiment d'une acide d'ordre hépatique, d'origine hépatique. Voilà, donc en résumé, j'ai fait le tour donc clinique de ces acides. Je cite sur le plan diagnostique également que l'échographie offre un avantage très important, donc car elle nous permet de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de l'abdomen et voir les différentes zones anéchogènes très importantes, donc et les organes qui flottent au niveau donc de l'abdomen, ce qui justifie également la présence de cet acide. Je vais parler maintenant des causes d'erreur, c'est-à-dire donc il faut faire très attention. Toute distension abdominale ne signifie pas forcément qu'il existe une acide, que l'acide existe. Donc il faut faire attention avec les animaux obèses, donc une adiposité importante au niveau donc de l'abdomen. Donc il faut faire très attention à la retention de l'urine et la présence d'un globe vésical très important, surtout les syndromes obstructifs félins, donc chez le chat surtout, très important. Il faut faire attention également avec certaines tumeurs qui se présentent au niveau du péritoine ou au niveau de certains organes qui peuvent prendre un volume très important et peuvent être confondues avec l'acide. Les tumeurs mammaires également, dans certaines situations où elles sont énormes et spectaculaires, donc ne pas confondre avec l'acide. Avec les hernies abdominales également, faire attention à ne pas confondre une hernie abdominale, même dans certaines situations où elle est très importante, avec la présence d'acide. Il faut faire attention à ne pas confondre également avec une gestation. Là, l'historique joue un rôle très important, voire même un examen échographique est important. Et il ne faut pas les confondre également avec les hémopéritoines qui sont souvent d'origine traumatique ou suite à des troubles de l'hémostase secondaire. Donc, en résumé, ça généralement les causes d'erreur ou si on peut dire le diagnostic différentiel, il faut faire très attention à bien examiner, à bien faire sa consultation clinique afin de bien juger la situation clinique. Pour le traitement donc d'une acide, le traitement est symptomatique. Si on veut dire, il faut tenir compte d'un point que si l'acide s'est installé, c'est que c'est grave. Donc généralement cliniquement, c'est un mauvais signe annonciateur d'un état donc avancé de la situation pathologique. C'est pour cette raison, le traitement de l'acide réside dans le traitement de son étiologie primaire. Deuxième situation, c'est que le traitement symptomatique n'est que transitoire, n'est que momentané. Il vise à soulager l'animal et à limiter un petit peu la gêne abdominale causée par la présence de cet acide. Donc légère amélioration des fonctions vitales, à savoir le recours à des diurétiques à condition que l'activité rénale soit
dans une bonne situation pour répondre à la thérapie diurétique, et bien sûr également une fluidothérapie qui peut être basée essentiellement sur l'instauration donc hydrique à base de colloïdes afin de restaurer donc la pression oncotique, mais tout réside essentiellement dans le traitement de l'étiologie primaire. Donc parfois dans certains cas d'acide grave on peut recourir à l'euthanasie de l'animal, surtout si le cas de cancer s'est révélé positif. Donc il faut faire attention à bien déterminer l'étiologie. J'ouvre également un point sur le traitement, par exemple que l'acide peut être une complication secondaire à une maladie infectieuse grave ou parasitaire grave, par exemple l'ehrlichiose, la leishmaniose, toutes les maladies qui se compliquent souvent d'une lésion à médiation immunitaire et qui provoquent des lésions de l'endothélium vasculaire avec des obstructions, des thromboses au niveau de certaines veines abdominales ou des veines portales importantes, ou des veines sus-hépatiques ou des veines caves, ou des altérations cardiaques graves. Toutes ces maladies peuvent se compliquer d'un désordre métabolique sur le plan synthèse et métabolisme des protéines et un désordre vasculaire et peuvent se compliquer de l'acide. Donc il faut faire très attention que dans le cas d'acide, il faut également faire les traitements, plutôt les investigations de laboratoire complémentaires et les examens cliniques complémentaires qui sont très importants à déterminer l'étiologie primaire. Donc afin de mieux gérer la situation clinique, donc dans le bien-être de l'animal. Voilà, merci. J'espère que c'était clair et explicite. Les photos que vous voyez passer au cours de cette vidéo, il s'agit ici d'un cas d'un chien de 3 ans qu'on a reçu au niveau du service de pathologie des carnivores et qui présentait une distension abdominale très importante qui s'est installée dans un délai d'1 semaine progressivement et avec une altération de l'état général, donc suite à un empoisonnement dû à une consommation donc de raticides anticoagulants. Bien sûr, au cours de la consultation de ce cas-là, on s'attendait bien sûr à assister à tout le syndrome hémorragique qui caractérise ce genre d'intoxication. Mais ce cas-là donc a manifesté beaucoup plus une atteinte hépatique. Il y avait une insuffisance hépatique aiguë avec une altération grave de la fonction hépatique et une hépatite qui s'est compliquée de la présence d'une acide. Vous voyez d'ailleurs, lorsqu'on a fait la ponction abdominale, on a recueilli un liquide jaune citrin limpide qui a été analysé et qu'on a déterminé qu'il était pauvre en albumine et pauvre en cellules. La cellularité était pauvre et c'était un transsudat modifié et c'était lié à une atteinte hépatique. L'animal présentait également une hépatomégalie qui a été perçue à la palpation avec le signe du flot et également à l'échographie qui a montré une large zone anéchogène, présence de ce liquide avec une hypertrophie au niveau du foie. Le cas a été suivi pendant 1 semaine, il a été hospitalisé et traité spécifiquement contre donc l'empoisonnement, à savoir une fluidothérapie donc de réanimation, une corticothérapie et l'instauration de la vitamine K. Donc des hépatoprotecteurs également et des anti-inflammatoires, ce qui a permis au cas de survivre et il a été sauvé. Donc l'acide a été géré par généralement des injections répétées du diurétique. On était sûr que la fonction rénale était optimale, donc l'animal ne souffrait pas d'une insuffisance rénale, ce qui nous a permis d'utiliser les diurétiques donc d'une façon journalière afin de libérer un petit peu le liquide. Parfois, on peut recourir également à une abdominosynthèse et un vidange donc du liquide d'acide, mais généralement cette technique-là est traumatisante pour l'animal et elle est momentanée parce que rien n'empêche que le liquide va s'accumuler à nouveau, donc si on n'arrive pas à traiter l'étiologie primaire. Donc à la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention. C'était Dr Slimani Khaled, donc avec vous, merci.